Années 70, l'horlogerie est en crise. Le responsable, c'est le quartz. 30 000 oscillations secondes, une précision imbattable, il a failli tuer la montre traditionnelle. Dès 1988, déjouant toutes les prévisions, la montre mécanique revient. Elle est plus chère et moins précise que le quartz, mais elle fait tic-tac, c'est irremplaçable. La montre mécanique, elle vit parce qu'elle a un balancier qui tourne, autrement dit, elle a une vie. Le quartz, vous voyez rien, tout est fermé dedans. L'électronique, c'est de l'abstrait. Vous ouvrez une montre électronique, j'ai rien contre le progrès noté. La précision électronique, c'est magnifique. Et vous ouvrez une montre électronique, ce sont des fils, des points de soudure. Une montre mécanique, c'est une montre. Vous vivez avec. Une montre quartz, c'est pas la même chose. Vous la laissez pendant 5 mois, 6 mois dans un tiroir, vous la reprenez, elle remarche. Une montre mécanique, si vous ne la remontez pas après 40 heures, elle meurt. Il y a 15 ans, personne n'aurait parié un sou sur l'avenir des montres mécaniques. Aujourd'hui, on se les arrache. Plus elles sont chères et compliquées, plus on les aime, même s'il faut les attendre longtemps, jusqu'à 3 ans, délai de livraison de certains modèles. Les montres mécaniques représentent presque la moitié de nos exportations. C'est une résurrection. Comme toute résurrection, celle-ci tient du miracle. Certaines manufactures ont failli ne pas retrouver leur technique, pourtant ancestrale, par exemple Zénith au Locle, maison plus que centenaire. 1972, la firme est vendue aux Américains qui décident de passer totalement au quartz et se débarrassent des précieux outils de production mécanique. Pour Zénith, le miracle a le visage de ce retraité, employé pendant 40 ans comme chef de fabrication des ébauches. Il a passionnément aimé son métier, les montres et surtout ce chronographe automatique, une création en 1969 baptisée El Primero. En 1975, on m'a donné l'ordre d'arrêter carrément la fabrication de l'El Primero. Quelle a été votre réaction? Évidemment que ça fait un choc. Vous trouviez que... Pourquoi est-ce qu'on voulait que vous arrêtiez cette fabrication? Étant sous direction américaine, c'est l'électronique qui comptait, la montre à quartz. Et il n'y avait plus aucune chance pour le chrono. Mais vous étiez convaincu à l'époque que c'était une erreur d'arrêter? Ah, on m'aurait coupé la tête. Que... J'étais sûr qu'un jour ou l'autre, le chronographe pouvait démarrer. Monsieur Vermont est tellement sûr de lui qu'il écrit à la direction pour qu'on maintienne un petit atelier où l'outillage de El Primero serait mis en veilleuse et soigneusement conservé. Sans être contre le progrès, je constate que le monde est ainsi fait, dans ce sens qu'il a toujours des retours en arrière. Vous avez tort de croire à l'arrêt total du chrono mécanique automatique. Aussi, je suis persuadé qu'un jour, votre entreprise pourra bénéficier des lubies et modes que le monde a toujours connues. En vain, la fabrique des ébauches des ponts de Martel est liquidée. Le bâtiment est repris par une entreprise alimentaire. Qu'avez-vous fait avec ce matériel, cet outillage? Bien, au départ ici des ponts de Martel, on a tout étiqueté. On a donc mis en caisse tout ce qui est cam, tout ce qui est étampe, tout ce qui est outils de coupe, de petites machines qui auraient été mis au débarras. Alors j'ai demandé à la direction de pouvoir m'occuper de tout ce qu'on avait étiqueté, de ces cams, de ces outils de coupe, des étampes, même des dossiers de plans d'opération, de gamme d'opération, etc., de pouvoir tout mettre en un dans un même local. Ce qui m'a été refusé. On m'a simplement répondu que je faisais du sentiment, évidemment le petit Vermont des ponts de Martel était un petit peu embourbé dans ses tourbières, il fallait absolument qu'il se réveille, puis se dire qu'on était dans l'ère électronique.
Le matériel risque d'être vendu ou jeté. Monsieur Vermaux prend peur. Il cache ce matériel dans les galetas de l'entreprise. Quand vos collègues vous voyaient cacher le matériel, le mettre à l'abri, qu'est-ce qu'ils disaient? Eh bien, je vais vous dire une chose. Dans mes collègues très proches, plusieurs m'ont dit, mais écoute, sors ta caisse. Tu fais rire avec ton chronographe automatique et mécanique. On est dans l'ère électronique. Mais qu'est-ce que tu veux bringuer? Mais ce temps est où? C'est dépassé. Je disais, mais non, j'y crois pas. Pour ce que ça coûtera, quelques mois de mise en train, on peut le retrouver plus. Je suis presque certain que l'entreprise le retrouverait plus tard. Inébranlable, M. Vermaux va au bout de son idée, seul contre tous. Pendant près de 10 ans, son trésor sommeille sur des rayonnages où personne ne vient jamais. Une étampe vaut 40 000 francs, il en faut 150 pour fabriquer le chronographe. Or, un beau jour de 1984, un ingénieur au courant du sauvetage vient lui annoncer la nouvelle. Alors là, quand M. Gerber est venu vers moi me demander si on pouvait ensemble retrouver, ressortir tous les outillages et voir la possibilité de remettre en route, alors j'ai dit alors avec plaisir. Vous étiez heureux? Alors oui, là j'étais son... oui, là j'étais son homme. C'était votre rêve qui se réalisait? Tout à fait. Un rêve étayé par un solide travail. Non content d'avoir rangé et étiqueté l'outillage, le minutieux chef de fabrication a consigné dans un classeur toutes les indications utiles à sa remise en marche. Et la nouvelle direction vous a récompensé? Oui, tout à fait, alors. Voilà aussi une belle pièce qui me fait un énorme plaisir. C'est le El Primero, là? Oui, mais la dernière exécution, donc. Et puis, avec mon épouse, on a été invités à un bon repas. Telle a donc été la bonne surprise trouvée par la nouvelle direction, en l'occurrence Paul Castella, qui a repris Zénith en 1978. Toutes les pièces ont retrouvé leur place, la production du chronographe est repartie, c'est aujourd'hui le produit vedette de la maison. Bon, il est à peu près certain que si tous les outillages qui ont été archivés et répertoriés par M. Vermaux avaient disparu, il est à peu près certain que la décision aurait été négative. Et pourquoi vous auriez pu les refaire, ces outillages? Effectivement, on aurait pu les refaire, seulement il y avait deux conditions essentielles. D'une part, c'était le temps nécessaire à refaire tout l'outillage de production, qui aurait demandé plusieurs années, et d'autre part, un investissement financier considérable, de l'ordre d'à peu près 6 à 7 millions. Autre problème lié au retour des mouvements mécaniques, le manque d'horlogers qualifiés. Le quartz a été néfaste pour le métier, non seulement à cause du chômage, mais parce que l'assemblage d'une montre électronique ne demande pas autant de savoir-faire que celui d'une montre mécanique. On est à la recherche d'horlogers complets. Et par exemple, ici, cette entreprise, vous manquez de combien d'horlogers? Il nous manque 7-8 personnes en tout cas, d'horlogers complets. Et vous le ressentez comment, ce manque? Vous avez un surcroît de travail Un surcroît de travail, et puis nous sommes obligés de former des gens qui ont une petite formation horlogère. On les forme au sein de notre usine, mais ça demande un certain temps, c'est assez long. Les milieux patronaux lancent dès 1990 une campagne intensive d'annonces dans les journaux et les radios locales qui diffusent toutes les heures des slogans vantant les métiers de l'horlogerie. Il faut laisser le temps. L'horloger rabilleur, c'est celui qui, avec le même doigté qu'un grand chirurgien, s'est donné la vie à un ensemble de pièces pour en faire l'un de ces mouvements qui ont créé la renommée mondiale de l'horlogerie suisse. Cette formation de 4 ans, vous pouvez l'entreprendre. Téléphonez au 039 21 11 61. À ma montre Vénus, il est 17h.
Ces offres d'emploi insistent sur l'aspect créatif et prestigieux du métier, mais les jeunes n'y répondent pas aussi massivement que les patrons le souhaiteraient. À leurs yeux, l'horlogerie a 2 défauts. Elle est sujette à des crises récurrentes, rien ne dit que l'engouement actuel pour la montre mécanique va durer longtemps, et elle appartient au secteur secondaire, c'est dire que le travail y est souvent répétitif et pas très bien payé. Un horloger, au bout de 15 ans de pratique dans le canton de Neuchâtel, gagne 4 500 francs par mois. Est-ce que vous envisagez de faire un métier dans l'horlogerie? Non, pas du tout. Et pourquoi? Ça vous intéresse pas? Non, parce qu'on est toujours en usine et puis on fait toujours la même chose. On est toujours dans le même bureau. Puis c'est vraiment pas ce que je recherche. Vous croyez pas qu'avec le retour de la montre mécanique, c'est quand même assez varié? Ouais, mais j'entends, le métier, c'est toujours la même chose. Minutieux, c'est toujours... ça change pas. Mon père est horloger. Il travaille au centre Cristalor. Puis bon, j'ai pas envie de faire la même chose que mon père. Moi, puis... Nivarox à Saint-Imier est la seule entreprise à produire ce qu'on appelle le cœur de la montre, soit l'échappement, le balancier et le spiral. Toutes les manufactures du pays en dépendent. Personnage clé de ce travail, les régleuses, métier où la pénurie devient problématique. Certes, cet atelier est plein, mais ces jeunes femmes n'ont reçu qu'une formation partielle. De vraies régleuses, il n'en reste que 5. L'apprentissage ayant été supprimé en 1967 avec l'apparition du quartz. 5 femmes, qui à l'exception d'une seule, ont plus de 55 ans et à qui incombe un travail particulièrement minutieux et difficile. Vous avez quel âge? 45 ans. Et est-ce que c'est un métier que vous recommanderiez à une jeune fille? Moi, pour moi, on compte volontiers, mais disons que, par exemple, j'ai des filles, alors elles n'en reviennent pas que je puisse rester comme ça. Elles n'auraient jamais voulu faire ça, mais disons que... Pourquoi? Parce qu'il faut toujours être à l'établi, avec le micros, et puis il faut faire attention, il ne faut pas y avoir trop de force, c'est très délicat. C'est bien reparti, mais dans l'horlogerie, ça va bien, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Mais alors, pour le moment, disons qu'on est de nouveau à la côte, mais on n'aurait jamais pensé, hein, parce que... Et en tout cas, 10 ans en arrière, c'était vraiment... Quand on me disait, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai fait régleuse. On ne savait pas ce que c'était, quoi. Ils disaient, oui, mais ça n'existe plus. C'est fini, quoi. S'il est un lieu où le métier d'horloger est pleinement artisanal, où l'on produit des mécanismes particulièrement raffinés et compliqués, c'est la vallée de Joux. Par conséquent, les élèves de l'école technique du Sentier, la plus importante des 7 écoles d'horlogerie de Suisse, envisagent leur profession avec de solides motivations et sans inquiétude, car tous sont déjà engagés avant la fin même de leurs études. Sonia, apporte-moi ton spirale. Tu as fait le cintrage à plat, hein, dessus. Ouais, il y a encore un tout petit peu au cintrage. Tu peux aller retoucher le cintrage, mais le plat va pas mal, hein. Juste le cintrage à refaire encore. Il y a beaucoup de jeunes qui craignent le côté industriel du métier d'horloger. Ça n'est pas votre cas? Non, ce n'est pas mon cas, disons. Je pense qu'avec la formation qu'on peut avoir dans une école comme ici, notre avenir est plutôt dans des pièces compliquées, dans des travaux non répétitifs, disons pas de grandes séries. Comment avez-vous trouvé votre place? Est-ce qu'on est venu vous chercher ici à l'école? Oui, on est venu pendant les portes ouvertes. Et puis on a discuté, disons, et puis il s'est trouvé que j'ai été présenté là-bas, j'ai été visité, et puis ça m'a beaucoup plu. Et tous les patrons viennent comme ça à l'école pour proposer des contrats aux apprentis? En général, ils cherchent les apprentis, ouais. Au fond, vous n'avez plus qu'à choisir.
Et pour cause, l'école technique ne forme que 6 apprentis par an et la vallée compte 12 manufactures. Il reste donc des places vides dans les ateliers. Un jeune horloger qui sort de l'école n'a pas forcément le métier et l'expérience d'un ancien horloger qui a déjà 15 ou 20 ans d'expérience. Alors il faut absolument des jeunes qui viennent aussi, mais il faut que ces jeunes patientent un tout petit peu pour arriver vraiment à faire que de la pièce compliquée. Il peut paraître surprenant qu'une région qui a toujours fait de la montre mécanique haut de gamme sa spécialité soit à court d'horlogers. La raison en est simple, les commandes ont décuplé en quelques années, la conséquence l'est tout autant, les clients attendent leurs pièces des mois ou même des années. Le savoir-faire de la vallée repose pour le moment sur une poignée de maîtres horlogers qui ont 50 ans, 60 ans ou plus. Ce sont eux qui fabriquent les montres dites de grande complication. Ces montres portent particulièrement bien leur nom. Elles se composent de plus de 400 pièces différentes et ajoutent à leur fonction de base, l'heure et la date, des fantaisies comme le calendrier perpétuel, programmé jusqu'en 2100, les phases de lune, la sonnerie et la répétition minute. Il faut 10 mois à un horloger pour en terminer une seule. Même une maison qui repart à zéro, comme Blancpain, qui a pratiquement disparu pendant la période quartz, doit faire appel à un personnel expérimenté et donc relativement âgé. La firme s'enorgueillit de n'avoir jamais fait que de la montre mécanique et cette superbe tradition s'appuie essentiellement sur 2 horlogers qui arrivent à la retraite. Sur quelle pièce travaillez-vous en ce moment? Sur une répétition minute. C'est une montre qui vaut combien? Cette pièce-là vaut à peu près vers les 92 000 francs. Est-ce que vous êtes impressionné ou est-ce que vous tremblez quand vous travaillez sur... Non, jamais? Non. C'est comme si on avait un franc, mais... Quand vous travaillez, vous êtes stressé, tendu? Non, faut pas. Non. Si vous êtes stressé, vous avez meilleur temps de partir, aller faire un tour dehors et revenir 10 minutes après. Vous pensez que vous pourrez partir en retraite? Moi, j'espère, mais si on trouve personne pour pouvoir remplacer, ben, on sera bien obligé de continuer. Parce qu'au fond, vous êtes le seul ici à pouvoir tout faire, tout contrôler? Oui. En ce moment, le seul. Et vous formez des jeunes? On forme des jeunes, mais ces jeunes, ça va aller 8-10 ans avant d'avoir tout en main, même plus. Et donc, vous n'êtes pas prêt de partir? Ah, il semblerait que non. Mais j'imagine que vous êtes indispensable, vous faites des montres de prix, on vous a appelé, donc on a dû vous faire un pont d'or comme salaire. Vous savez, au début, on est toujours pris, mais les pots d'or, c'est pas toujours le cas. Non, les salaires sont très normaux. On peut dire que par rapport en ville, et ce que Genève gagne, on a à peu près les mêmes salaires, ici. Vous pouvez dire combien? Oh, je peux le dire, on dépasse les 6 500. Ajoutons qu'il dépasse aussi l'horaire et travaille souvent 10 heures par jour. C'est qu'il lui faut tout à la fois produire des montres et former la relève. Dites-moi, si subitement vous arrêtiez de travailler, il se passerait quoi pour la firme Blancpain? Alors là, ce qui se passerait, ce serait difficile à dire, soit que les jeunes que j'ai ici mettent un très grand coup et qu'ils arrivent à suivre, mais je pense qu'il y aurait une chute pendant un moment.
Même passion, même responsabilité, mêmes horaires pour cet autre horloger. Quel âge avez-vous? Ben, le 26 décembre, j'aurai 65 ans. Et est-ce que vous allez prendre votre retraite? Une question tout à fait pertinente, mais je pense pas. Il y a quand même passablement de travail encore à terminer. Et je pense que on en a parlé gentiment. On a déjà abordé ce problème. Je pense que je ne prendrai pas ma retraite. Oui, pour l'entreprise, vous ne pouvez pas la reprendre, c'est ça? Non, pas du tout. Les fabriques de la vallée vendent admirablement leurs traditions aux clients étrangers. Chez Audemars Piguet, on réalise les pièces les plus prestigieuses dans un atelier restauré 19e siècle. Les Américains adorent. Okay. Thank you. Thank you very much. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Monsieur, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.